Osons l'IA à l'école. C'était l'invitation lancée par l'équipe du Collège Sainte-Anne en février 2026. Plus de 200 passionnés de l'éducation s'y sont donné rendez-vous pour réfléchir et partager autour de conférences, d'ateliers pratiques et d'échanges avec celles et ceux qui ont exploré et intégré l'intelligence artificielle en éducation de façon éclairée. Mon nom est Maxime Pelchat. J'œuvre au sein de l'équipe du Cadre 21 en tant que stratège numérique. Je m'intéresse de près à l'évolution de l'IA en éducation et en formation, et j'ai donc profité de l'occasion de ce rassemblement pour m'entretenir avec plusieurs personnes qui avaient accepté de venir partager leur expérience et expertise en la matière avec les participants. Des échanges inspirants où l'humain est au centre, la pédagogie comme boussole et l'IA comme levier. S'il y a un sujet qui a fait beaucoup couler d'encre virtuelle depuis les dernières années, c'est probablement l'impact de l'IA en éducation, en enseignement supérieur, sur le volet de l'évaluation. Ça a vraiment secoué des colonnes du temple, ça a fait réagir des gens. Et la question qu'on se pose depuis beaucoup plus longtemps que ça, c'est est-ce qu'on peut vraiment faire de l'évaluation un levier d'apprentissage plutôt qu'un simple constat de performance? J'ai le bonheur de m'asseoir à l'événement Osons l'IA à l'école avec deux personnes qui ont convergé ici ensemble pour discuter de tout ça avec des participants à leur atelier. Jocelyn, Mélanie, merci d'avoir accepté mon invitation. Puis pour commencer, cette rencontre-là de vous deux qui ne travaillez pas au quotidien ensemble, ça se passe comment exactement? Mon Dieu, ça se passe comment? Il y a 26 ans exactement, dans un projet de Frédéric Gourdeau et de Bernard Hodgson pour amener de jeunes enseignants de mathématiques en début de carrière qui allaient étudier le système français en Europe. C'est un projet avec l'OFQJ. Et en fait, Mélanie n'a pas pu y aller. Et Guillaume Paré non plus. Et j'étais le plus vieux. J'étais pas un jeune enseignant, mais ça faisait 3 ans. Et il y a eu le colloque en 2000 à Québec pour l'année mondiale des mathématiques. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Mélanie, qui ne pouvait pas venir en Europe. Pour la première fois, moi qui allais en Europe. Fait que j'ai dit merci à Mélanie de m'avoir permis d'aller en Europe parce que pour des raisons que je ne sais pas encore après 26 ans, elle n'a pas pu venir en Europe. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et une profonde amitié est née à ce moment-là. Puis on se côtoie comme ça depuis 26 ans. Et on se disait hier, hein, Mélanie, que je pense qu'il n'y a pas une semaine depuis 26 ans qu'on ne s'écrit pas. Ouais. Qu'on n'est pas en train de discuter. Initialement, c'était l'intégration de la technologie dans l'apprentissage des maths. Ouais, ça a commencé comme ça. Puis par la suite, le maillon faible de la transformation des pratiques en mathématiques, c'est l'éval. Ah oui? Donc, ça fait en sorte que ça nous a réunis autrement sur des préoccupations communes que l'on a, que ce soit les épreuves ministérielles, la façon dont on choisit de définir la réussite en maths. Parce que toi, Justin, tu as été enseignant au secondaire pendant plusieurs années. Là, aujourd'hui... Enseignant au secondaire, depuis 2005, je fais des allers-retours entre la conseillance pédagogique et l'enseignement. Mais là, depuis 5 ans, je suis revenu à la conseillance. Et c'est mon dernier tour de roue parce que d'ici les 5 prochaines années, je tirerai ma révérence. Ah, mais il y a l'expérience. Puis ton côté, Mélanie? Moi, j'ai d'abord enseigné au secondaire, puis par la suite, poursuivi les études. Et là, maintenant, je suis professeure à l'université à l'UQAR, au campus Lévis. Oui, et c'est vraiment l'évaluation et les mathématiques, dans le fond, qui vous tiennent, du moins professionnellement liés et qui a justement fait en sorte que, avec l'organisation de cet événement-là, de cette journée-là, on a fait appel à vous pour jaser de ce sujet qui est chaud, qui est très chaud en enseignement supérieur, clairement, mais qui vient se coller à des discussions qui ont déjà lieu du côté de l'éducation, aussi sur... une certaine forme d'évolution de notre rapport à l'évaluation. Comment vous le définiriez? Oui, j'ai de la misère, là. Définiriez, voilà. On l'a. Bien, je dirais qu'au départ, il y a eu quand même... Tu sais, toi et moi, Maxime, ça fait longtemps qu'on jase d'évaluation, oui. Pour ne pas dire depuis le temps du notre ancien Sébastien Proulx. Mais il reste que ça fait beaucoup plus longtemps que ça que moi, je m'intéresse à ce volet-là. Mais de dire, là, ce que l'IAG vient
provoquer. C'est un autre type de réflexion, mais moi, je me dis juste, tant mieux si l'IAG nous permet de provoquer cette réflexion-là, mais on l'a entamé il y a bien plus longtemps que ça. Là. Ça aurait dû changer avant ou pas nécessairement juste changer pour changer, mais d'avoir la réflexion profonde de ce que nos programmes, ce qui est écrit dans nos programmes et de comment on devrait concevoir l'évaluation, et ça depuis le rapport parent, comme on a dit dans l'atelier aujourd'hui. Mais il reste que ça... Là, il y a un nouveau joueur dans l'arène au niveau de l'éval, puis c'est sûr que ça provoque des gens qui n'ont pas trop évolué au niveau de leur pratique évaluative. Bien, ça vient chambouler un peu leur pratique. Si le regard que l'on porte sur la réussite et se limite à une approche produit, l'IAG produit bien. Donc, la beauté de l'IAG, selon moi, c'est de forcer la réflexion sur l'expression d'un jugement qui sera sur le processus et non pas uniquement sur un produit qui, je me répète tout le temps, je dis souvent, porter un jugement sur des traces écrites, c'est porter un jugement sur une activité passée. On n'évalue pas l'activité. On évalue des traces écrites d'une activité qui s'est passée, puis on choisit de mettre les lunettes sur un phénomène ou pas. Et là, l'IAG nous met en plein centre ce qui devrait être notre préoccupation première. Parce que si on est axé sur les produits, l'IAG peut en produire, puis on ne pourra donc pas nécessairement nous assurer qu'un élève a saisi ou non. Puis tu confirmes que c'est pas de l'arrivée de ChatGPT, là, que là, tout d'un coup, on s'est creusé le coco sur évaluer autrement par rapport aux Pas méthodes du tout. traditionnelles. On ça fait disait déjà dans du notre temps. atelier, justement, que les premiers écrits qui étaient sur une évaluation pour apprendre, on date des années 73. Là. Ouais, l'expression « assessment for learning » est apparue pour la première fois en 1973. 73 dans un ouvrage pour des élèves handicapés mentalement. Donc, de l'ordre de l'adaptation scolaire. Mais ce que Dylan Williams dit, entre autres, et on pourra partager l'ouvrage, là, j'ai ça dans mon sac pas très loin, mais de dire que c'est souvent, il y a des pratiques qui changent, entre autres avec les élèves en difficulté. Donc, les élèves en difficulté nous forcent à repenser certaines choses. Et entre autres, avec l'évaluation, c'est la même chose. OK, c'est ça. C'est ce type de clientèle-là, souvent, et les élèves en difficulté qui nous font réfléchir à nos pratiques. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Puis, on pourrait en nommer probablement d'autres pratiques qui ont évolué, entre autres, à cause des élèves en difficulté d'apprentissage. Parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on appelle, Olivier Dienne me disait tantôt, le one size fits all. Là. C'est terminé un peu ce temps-là, de tout le monde fait la même chose en même temps. Je dirais que c'est notre vision de ce qu'est réussir à l'école qui est chamboulée par l'arrivée d'IAG parce que on doit avoir cette réflexion-là, considérant la quantité de données qu'on peut traiter maintenant. On doit déjà penser à former une personne qui sortira de notre cursus scolaire dans 11 ans, 15 ans, 17 ans. Puis, ça nous ramène sur ce qui est très bien écrit dans nos programmes, somme toute, de 2000, ces fameuses compétences transversales. Et là, l'IAG nous permet de réfléchir à ça et ça devient la clé. La clé pour repenser le processus, comment rendre compte en évaluation de l'engagement d'un élève dans un processus qui souhaite apprendre ou qui souhaite s'engager dans un processus de résolution de problèmes. C'est particulier, dans le fond, cette perspective-là, puis c'est intéressant, je pense que vous l'ayez mis à l'avant-plan là, dans votre atelier, de dire que finalement, on a devant nous une problématique qui émerge peut-être plus de façon plus explicite, mais qui, dans les faits, est là et a été étudiée depuis un grand bout de temps, et que peut-être qu'en partie, ce qui pourrait causer ce problème de la faire émerger est potentiellement aussi une piste de solution aussi pour aborder l'évaluation autrement. Est-ce que je fais fausse route là, en disant ça? Non, mais en fait, puis c'est sûr que là, tu sais, comme tu l'as dit tantôt, le frapper l'imaginaire, c'est surtout avec les évaluations qu'on connaissait d'un peu à temps prescrit, dire tout le monde fait la même évaluation à même heure avec un type de question qu'on connaît, de dire quand tu prends une évaluation de ce type-là, pour ne pas nommer un examen plus papier-crayon, mettons, et tu mets ça dans une IAG, et là, moi, quand j'accompagne des enseignants, je leur fais faire ça. Tu as essayé de prendre une de ta plus belle évaluation que tu trouves ou ta plus belle tâche que tu donnes aux élèves, peu importe le type, là, mets-la dans une IAG puis demande-lui de répondre aux questions.
C'est sûr que ça, je trouve que comme premier contact, de comprendre ce que l'IAG est capable de faire, avant de commencer à penser à la meilleure requête possible et tout ça, de dire, ah, OK, là, ça fait ça. Tu sais, quand tu n'as aucune idée de ce que ça Ouais. fait, une IAG, puis que tu mets juste une évaluation dedans, tu fais comme, oh, c'est sûr que ça, OK, là, le choc émotif passe par là, je pense, de dire, OK, je prends connaissance du terrain de jeu. Maintenant, je fais-tu comme s'il n'existait pas ce terrain de jeu-là? Puis je continue à faire ma petite affaire à côté, puis dire, ah, mais dans ma classe, ils n'ont pas accès à leur téléphone, ils n'ont pas accès à rien. Puis je continue à faire comme si je ne savais pas que ça existait. Puis ça existe à l'extérieur de la classe. Ça me fait peur quand j'entends ce genre de commentaire-là, parce que je l'entends en accompagnement, de dire, OK, mon environnement aseptisé de mon local de classe et la vraie vie qui existe en dehors de ma classe. Mais ça existait avant. Tu sais, en mathématiques, on a parlé dans l'atelier, il y a des outils qui existent depuis 25 ans où on est capable de faire résoudre des problèmes avec une démarche très structurée. C'est pas nouveau, là, mais il y a de la... Mélanie l'a nommé ce matin, il y a de la résistance. Bien, c'est ça. Si on poursuit notre conversation de ce côté-là, qu'est-ce que cette situation-là qu'on vient de décrire dans les dernières minutes impose par la force du contexte comme nouvelle posture, comme potentiellement compétence à peut-être, là je pourrais dire développer, mais peut-être à consolider ou à revisiter, parce que je présume qu'il y a un paquet de bonnes pratiques là-dedans qui ont été étudiées à l'université en formation initiale, par exemple. Là, il y a des éléments qui sont des bonnes pratiques, qui sont de l'ordre du connu, mais qui ne sont peut-être pas dans les opérations courantes sur le terrain. Qu'est-ce que vous voyez qui devient un peu le point de départ d'action à poser pour dire comme, bon, devant ce constat-là, je dois me développer professionnellement pour m'adapter. Que dois-je faire? J'aurais envie de répondre. Je pense que on a un beau moment pour rattacher les fils, d'avoir un fil conducteur sur ce qui devrait être notre priorité à l'école. On peut prendre notre programme actuel, instruire, socialiser, qualifier. Ça s'exprime par différentes sections dans nos programmes, les compétences transversales et compagnie. Mais si on veut attacher l'évaluation, nous, on l'annonce dans une posture d'évaluation soutien d'apprentissage durable, bien, ça impose d'avoir une réflexion première sur les apprentissages durables. Ça s'exprime comment en termes de développement de personnes? Je pense que si on n'a pas cette réflexion-là initialement sur des personnes qui doivent se développer, les habiletés qui doivent développer au fil du temps, qui vont pouvoir leur servir dans ce monde qui nécessairement changera encore beaucoup plus qu'on l'on vit actuellement, on aura là un premier ancrage pour avoir un fil conducteur qui sera pertinent pour les différentes disciplines. Si on a une vision commune de ce qu'on veut développer comme personne, on va revoir ce qu'on considère important dans la classe de maths, en sciences, en univers social, au primaire, au secondaire. Et là, on aura un discours sur on évalue quoi, qui est comme un peu la question première, parce qu'on commence déjà, là, depuis quelques années, on entend parler beaucoup de la triangulation, de varier les façons de recueillir des données. Je pense que ça, on l'a accueilli, mais il faut aller le reconnecter de façon plus grande. Tu varies tes façons de recueillir des données parce que tu veux contribuer au développement de quelle personne, de ce contexte où on a profusion de données. Mm-hmm. On n'a plus besoin d'aller réserver un endroit, on va aller au musée. Non, on peut être dans la classe et visiter virtuellement des musées. On n'a plus besoin nécessairement d'avoir une liste de questions préparées. On peut se servir des questions qui émergent des élèves pour alimenter des nouvelles problématiques ou peut-être qu'en début de journée, on n'avait pas préparé le matériel pour approcher ces problèmes-là. C'est ce qui change maintenant. L'IAG, si on accepte qu'elle soit disponible et présente dans nos classes, amène un changement sur mon rapport au savoir, mon rapport à la personne qui doit se développer. Moi, personnellement, j'y crois beaucoup, puis c'est là où Jocelyn et moi, on s'ancre beaucoup. Il faut, comme personne qui accompagne d'autres enseignants, être ceux qui aident à tisser les liens. Si on a cette réflexion première sur la personne, ça nous ramènera sur la culture de classe, communauté d'apprentissage, une évaluation soutien d'apprentissage durable. Et là, tout sera interconnecté. Mm-hmm. Puis, ce que je rajouterais à ça, c'est par rapport au développement professionnel, c'est de dire... C'est sûr qu'il y a comme des constats de sortir des infographies. Et toi, Maxime, on aime bien les infographies qui viennent parler et qui font passer des messages. Mais dire, un coup qu'on nomme certains trucs qui sont là depuis 1964 ou depuis 1973, qu'on disait tantôt, ou de faire des constats en lien avec l'évaluation, de dire, oh, ma compréhension en 2026 de comment je dois évaluer les élèves,
ben c'est écrit partout que, tu sais, de juste faire, mettons, des examens papier-crayon, ce n'est pas la seule façon. Et voici ce que le programme de 93 disait ou ce que le rapport parent disait. Je veux dire, le prof fait un premier constat, de dire, OK, ma conception de l'évaluation, il y a quelque chose qui s'ébranle par rapport à ça. Ma conception de l'évaluation, est-ce qu'elle était la bonne? Fait qu'il y a comme une prise de conscience à un moment donné qui doit s'exercer, de dire, OK, est-ce que je comprends l'évaluation du PFEQ, du programme de formation actuel, de dire est-ce que j'ai la bonne compréhension de comment on doit voir l'évaluation? Puis on avait une diapo ce matin de dire que l'élève n'apprend pas pour être évalué. Tu sais, je veux dire, ça. Mais présentement, notre système, c'est beaucoup ça. Fait que, tu sais, en même temps, l'IAG, ce qu'elle vient mettre en parallèle, c'est de dire, ben toi, si l'élève est en train d'apprendre pour faire ton examen mardi, 3e période, peut-être que ta compréhension du PFEQ n'est pas à bonne place. Fait que, tu sais, là, tu te dis, oh, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin qu'on m'outille. Fait qu'il y en a qui ont cette posture-là, de dire, aidez-moi, s'il vous plaît. Puis il y en a qui se disent, ben non, je vais continuer à faire pareil. Tu sais, à un moment donné, il y a comme quelque chose d'intrinsèque à chaque apprenant, à chaque éducateur, de dire, à chaque enseignant, de dire, ben moi, j'ai besoin de, OK, peut-être que je n'avais pas la bonne compréhension de l'outil ou du concept d'évaluation. Fait que c'est sûr que là, l'IAG vient bouleverser parce que ça automatise tout ce que puis c'est probablement dans le monde universitaire de dire, bien, peut-être que les évaluations avec des études de cas, tu sais, je veux dire, l'étude de cas, là, tu mets l'étude de cas dans l'IAG, puis l'étude de cas se fait, là. Donc, tu sais, c'est tout ce rapport-là. Donc, d'évaluer des élèves à des moments précis. Donc, Mélanie l'a bien nommé tantôt, mais là, de dire, en diversifiant ces traces-là pour avoir le meilleur portrait de l'élève, bien, c'est ça qu'on veut avoir. Fait que les personnes doivent, oui, ils se sont appropriés la triangulation, mais là, il y a comme autre chose que cet outil-là va faire prendre conscience aux gens que, OK, là, c'est clair qu'on peut clairement plus faire la même chose et l'école ne doit plus être un milieu aseptisé à ce genre d'outils-là. Mais j'en comprends qu'il faut, à vous écouter, qu'il faut un peu y aller sur, là, puis je le verrai sur 3 fronts. Là. Il y a le front, bien évidemment, d'une littératie numérique et de l'IA, et de façon évidente. D'une autre part, il y a une littératie relative à des stratégies pédagogiques qui sont identifiées comme étant des bonnes pratiques évaluatives, mais il y a aussi une littératie de notre propre programme de formation aussi et de ces visées générales au-delà de seulement des fois des éléments très précis relatifs à la matière qui est enseignée dans tel niveau, par exemple. C'est là où je dis on a la possibilité d'interconnecter les différents domaines. Quelle est notre vision de la discipline? Si moi, je suis enseignante de mathématiques, comment je décris quelqu'un? C'est quoi ma conception du faire des maths? Comment j'approche les phénomènes d'un point de vue mathématique qui ne serait pas celui de quelqu'un qui interroge des phénomènes en univers social? Comment je reconnais quelqu'un qui fait des maths? Est-ce que ma conception de faire des maths, c'est quelqu'un qui a un crayon, qui résout un problème par étape et qui a c'est très clair, cette démarche-là. Est-ce que c'est ça ma vision de la texture qu'a le faire des maths? Si ma vision, c'est non, un élève qui fait des maths, il apprend à reconnaître des régularités puis à reconnaître des structures mathématiques. C'est un élève qui est capable d'avoir des idées mathématiques, qui est capable d'apprendre à les argumenter, à reconnaître leur pertinence dans des phénomènes nouveaux puis à vouloir aller plus loin. À ce moment-là, je vois le phénomène tout autrement. Mm-hmm. La résolution qui pourrait être proposée par une IAG, est-ce que c'est ça qui me convainc comme évaluateur que mon élève approche les phénomènes d'un point de vue mathématique? Se poser la question, c'est y répondre. Moi, je trouve qu'on a là, la table est mise pour déjà se dire, bien, si à partir du moment que j'ai une conception assez claire de ce que c'est rendre les mathématiques vivantes dans ma classe, reconnaître chez les élèves cette ingéniosité qui va me permettre d'approcher des phénomènes mathématiques, nécessairement, je vais mettre une pression sur l'éval. Tu portes ton jugement sur quoi alors? Comment tu vas en rendre compte? Comment tu vas offrir une rétroaction qui va faire en sorte que tu vas semer ces graines-là où l'élève lui-même voudra approcher des phénomènes d'un point de vue mathématique, mais qui sera peut-être assez à l'aise pour dire, là, je pense que j'ai besoin des leviers de la science. En science, j'ai vu des concepts qui me permettraient d'aller plus loin, ou peut-être finalement de situer la problématique d'un point de vue purement social, contextuel, et d'avoir une analyse historique qui me permettra de mieux interpréter ce qui se passe.
ce qu'on ne se permet pas trop de faire malgré les différentes réformes. Mais puis je rajouterais juste un petit point de ce que Mélanie a rajouté pour faire du pouce. Tu sais, c'est de dire, c'est quoi apprendre les mathématiques, c'est quoi apprendre l'univers social, l'histoire en 1975 et c'est quoi en 2026. On n'apprend plus de la même façon. Puis pas juste pour dire que c'est une autre époque, mais de dire le rapport au savoir a changé à travers les 50 dernières années. Et je rajouterais même pas juste de c'est quoi faire de maths ou apprendre les maths, apprendre le français, mais c'est aussi, tu sais, je veux dire, on pourrait te dire c'est quoi apprendre le français avant Antidote, puis après Antidote. Tu sais, je veux dire, c'est le même principe. On a des outils qui ont émergé, mais ça voulait dire quoi être évalué en 1975? Ça veut dire quoi être évalué en 2026? C'est clair que tout ça doit évoluer. Puis la recherche montre de bonnes pratiques au niveau de l'évaluation. L'UNESCO, on avait une slide ce matin qui dit que l'UNESCO de dire qu'est-ce qu'on évalue quand les IAG sont capables de répondre à toutes les questions de peut-être plus d'une époque de 1975 ou même de 2026 qu'on voit encore, mais de dire c'est quoi maintenant, comment on va adresser ces questions-là dans un contexte où les élèves, parce qu'on forme des élèves pas pour la génération passée, mais pour la génération future, de dire comment on les outille à répondre à ces questions-là, ces nouvelles questions-là qui émergent. Puis tu sais, moi, quand je vois Anne Nguyen ce matin, elle dit 90% des données proviennent des 2 dernières années, moi, ça m'a rentré dedans comme un chevreuil sur l'autoroute, dire OK, je dois intégrer cette information présentement, 90, les 2 dernières années. OK, ça veut dire quoi? Fait que, tu sais, ça, je peux pas faire maintenant comme si je l'avais jamais entendu. Fait que maintenant que je l'ai entendu, je fais quoi avec cette information-là? Comment je la traite dans mon quotidien, puis comment je l'intègre? Fait que moi, c'est ça le développement professionnel, c'est de dire, quand tu te formes, quand tu vas chercher de l'information, de dire, qu'est-ce que je fais maintenant avec cette information-là, ce bagage de formation continue-là que j'ai de plus, comment je l'utilise au quotidien et comment je le transmets, comment je le propage, comment je l'utilise. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Bien, justement, pour terminer ce passionnant entretien sur ce sujet si chaud qui est l'évaluation. Au cadre 21, on a une auto-formation qui s'intitule Démarche évaluative, qui avait été pensée dans un contexte de formation à distance, mais que finalement, on s'aperçoit que les bonnes pratiques qui sont là sont bonnes dans n'importe quel contexte, qu'il soit à distance, en présence, même synchrone, asynchrone. De votre côté, quelles ressources, quel coup de cœur que vous pourriez partager qui serait comme à mettre dans sa boîte à outils, dans le fond, là, de réflexion au sujet de l'évaluation? Vas-y, Mélanie, vas-y. Un seul coup de cœur ou plusieurs. Mon premier, je dirais que c'est les travaux de Lucie Mottier-Lepez et de son équipe qui ont produit un Geniali, notamment avec une proposition de différents artefacts qui ont été proposés, développés par différentes équipes de recherche qui permettent de façon assez simpliste, le modèle s'appelle La Fleur parce que ça ressemble à une fleur, où ils ont réussi à identifier des intentions qui devraient porter les actions des enseignants, puis à les traduire. Quel est l'impact? Qu'est-ce que ça doit avoir? Comment ça devrait s'exprimer dans la classe du point de vue des élèves? Ça serait une ressource chouchou. Là, je trouve que on a bien réussi à traduire la complexité de saisir c'est quoi une évaluation système d'apprentissage durable, d'y appuyer des exemples. Puis j'aurais envie de faire une fleur à plusieurs enseignants, conseillers pédagogiques aussi, qui ont mis en place l'espace évalué autrement en mathématiques. Moi, je félicite ces équipes-là qui renouvellent le matériel qui est mis à la disposition, qui sont dans cette perspective-là de toujours avancer pour mieux comprendre. Ça fait partie des bons coups que je reconnais au Québec. Très intéressant. Toi, moi, je dirais le rapport parent. Non, c'est une blague. C'est une blague. En fait, un livre et une ressource de mon organisme chouchou qui est l'École branchée. Alors, la semaine dernière, où a sorti une nouvelle ressource pour évaluer à l'ère de l'IA. Il y a un document ensuite téléchargeable, donc vous pouvez accéder sur le site de l'École branchée. Très belle ressource. Et un livre de 3 auteurs, Dylan Williams, Douglas Fisher et Nancy Frey, qui s'appelle Student Assessment, Better Evidence, Better Decisions et Better Learning. Chez Corwin. Alors, c'est en anglais, malheureusement, mais un petit ouvrage qui fait une recension de la recherche et tout. Puis, je trouve que pour moi, c'est mon dernier coup de cœur parce que là, c'est ça que je suis en train de lire. Puis, c'est vraiment très bien vulgarisé. Fort intéressant, puis des ressources diversifiées.
On va aller jeter un coup d'œil là-dessus. Alors, merci beaucoup de votre temps. Mélanie Tremblay, Jocelyn Dagenet, c'est un plaisir de vous retrouver au micro. Puis j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir cette conversation-là peut-être dans un an, puis de se dire comme, hey, on a fait un bout de chemin. Ah oui. Merci, Maxime. Merci. Merci. Merci à nos invités d'avoir transféré leur préparation pour la journée dans cette discussion au cœur de l'action. Merci à l'équipe du Collège Sainte-Anne, à Jacques Coul et au comité organisateur de la journée de nous avoir permis de nous installer confortablement au cœur de l'événement avec nos micros. Et merci à mon complice François Lake du Récit de l'enseignement privé m'avoir assisté au pilotage technique de cette station ainsi qu'au montage des épisodes. Pour l'édition 2027, Osons l'IA à l'école se transforme en un grand éducateur. Un rendez-vous collaboratif unique qui proposera de passer de la réflexion à la création de solutions pédagogiques concrètes propulsées par l'IA. D'ici là, je vous invite à explorer les autres discussions que nous avons eues pendant cette riche journée avec des pédagogues tout aussi passionnés et éclairés. Ici Maxime Pelchat du Cadre 21 qui vous dit bon développement professionnel et à bientôt! Le Cadre 21 est une initiative de la Fédération des établissements d'enseignement privé, avec le soutien financier du ministère de l'Éducation du Québec et de Desjardins Caisse de l'Éducation. La station Balado du Cadre 21 est membre de Balado Pédago, une communauté dynamique de professionnels de l'éducation qui partagent une vision commune, transformer l'apprentissage et l'enseignement grâce à des échanges enrichissants et inspirants. Bonifiez votre liste de lecture en explorant baladopédago.com afin de découvrir d'autres balados liés au monde de l'éducation.